j'espère que vous allez bien. Oui, la semaine passée, j'avais dit que ce serait un update lecture, mais je suis fort en retard dans mon reading journal. D'ailleurs, on peut voir, c'est un cadeau de mes amis et de mon mari. Et bah, ils me connaissent, quoi. Donc, je suis fort en retard de quelques 7-8 chroniques dedans, ce qui fait que je peux pas vous chroniquer si j'ai pas bien mis mes idées à plat, parce que pour certaines en lecture encore, je suis évoluante, on va dire. Pas évoluante, patate. Évolutive. J'en sais rien. Bref, voilà. Et comme il fait encore beau, j'ai décidé de pas allumer la lumière, comme ça je peux garder mes petites lunettes et pas devoir les mettre continuellement sur ma houppette. Parce que mine de rien, c'est pas gai. Enfin bref. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve du coup pour le Mid-Year Free Card Book Tag? C'est ça? Ah, Mid-Year Book Free Card Book Tag. C'est trop compliqué. Trop de mots anglais, ça me tue. Donc voilà, pour en gros un book tag, enfin un tag livresque sur le milieu de l'année. Et j'avais tellement envie de vous le faire et j'attendais fin juin, début juillet avec impatience pour pouvoir le faire et vous dire un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé en tout cas jusqu'à juin. Et un peu où j'en suis, donc on va faire le book tag, mais aussi je vous dirai un peu où j'en suis dans mes résolutions livresques que je m'étais imposées. C'est parti. Alors, première question. Il s'agit du meilleur livre lu jusqu'ici en 2022. Tome 2 de Meg Corbin, donc Volet Noir de Anne Bishop, donc des éditions Milady. Alors je vous en ai parlé dans le Romantasy Challenge, ça a été un coup de cœur. J'adore cette saga de Beatlit qui est juste un ovni parmi l'urban fantasy, parce que c'est un peu de la science-fiction, je trouve. Voilà. C'est notre monde, mais s'il s'était passé un peu autrement, en fait, parce que c'est pas un peu comme à la Twilight où finalement les humains, c'est notre monde à nous, avec des vampires et des loups-garous qui vivent un peu reclus, enfin pas tellement reclus, mais cachés en tout cas des humains. Non, ici c'est beaucoup plus... Donc ici c'est plus vraiment de la science-fiction, parce que les autres, donc les autres créatures, vivent vraiment parmi nous, parmi les humains, et c'est même plus que ça, c'est eux les prédateurs et nous finalement les proies. Et on le dit quasiment tout au long de la saga, enfin des 2 premiers tomes, d'où du moins. Donc voilà, c'est ça que je mets comme meilleur livre lu, mais vous allez voir, évidemment, ça va venir. Meilleure suite de saga lue jusqu'ici en 2022. Et là, zéro surprise aussi de The Curse. Donc, The Crime et The Kiss. Donc, c'est le 2e et 3e tome. Donc, la fin de cette saga. Quelle la malédiction du gagnant de Marie-Ruth Coscussion Lumen. Méga giga coup de cœur pour cette saga que j'aime d'amour. Que j'ai tellement envie de relire. Surtout ce tome 1 qui... Finalement, les 2 derniers tomes n'ont pas surpassé le coup de cœur que j'ai eu pour le tome 1, même si le tome 3 a été à frôler de dépasser le tome 1, mais non. Malgré qu'ils ont été quand même, finalement, tous les 2, ils m'ont emporté, ils m'ont fait chavirer, et ça a été finalement les 3 coups de cœur. Mais, donc voilà, ça a été la meilleure suite de saga. Une nouvelle sortie de cette année que je n'ai pas lue, mais que je veux lire. Alors, faut savoir que déjà, j'achète pas aux sorties. C'est assez rare d'ailleurs. Faut que à part les 2 Saxus, on vous a déjà expliqué ça. Alors, le seul qui me vient là comme ça, mais bon, on va le dire parce que voilà, j'ai envie de le mettre, et c'est Inheritance Game. Je ne sais plus du tout de qui c'est, je vous le mettrai ici. Enfin, en tout cas, je vous mets l'affiche, la couve, et c'est bon. Et c'est vraiment, ça m'intrigue parce que je le vois passer partout et j'ai tellement envie de le lire, tellement. Donc voilà, je pense qu'il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui vit un peu sans le sou, et finalement elle essaye d'économiser pour avoir une bourse
Et au final, l'argent va un peu lui tomber des cieux, si j'ose dire, parce que elle va être contactée comme étant l'héritière d'un vieux monsieur qui est décédé. Elle va vraiment toucher beaucoup d'argent si elle va vivre 1 an dans la maison familiale avec les 4 héritiers. Il y en a 4 ou 3 ou 4 héritiers légitimes qui sont tous un peu en pétard parce que elle a hérité alors qu'on ne sait pas qui c'est. Donc, et elle ne sait pas non plus, hein, en vrai. Donc ça va être un peu tout le jeu de savoir, et je pense que c'est un roman avec beaucoup d'énigmes, et j'ai entendu beaucoup de bien sur ce tome 1, donc bah moi je veux. La sortie que j'attends le plus pour cette fin d'année 2022. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un peu compliqué étant donné que je ne lis pas les sorties, aux sorties. Mais là, je dirais du coup une sortie peut-être de Saxus, qui est à savoir Le sang et la cendre de Jennifer Ella Trout, donc aux éditions de Saxus, que j'achèterai sans aucun conteste, et je pense qu'il sort cette année. Avec les deux Saxus, c'est un peu compliqué parce que je pense que pour le moment, ils sont fort en retard dans leur publication, et tout ce qui sort est ajourné constamment, donc on va dire ça. Ou tout autre de Saxus que j'ai déjà en ma possession, mais que je n'ai évidemment pas encore lu. Alors, ma plus grosse déception. Je vais vous parler du tome que j'ai lu tout récemment et qui a été un abandon. En vrai, c'est mes 2 abandons de cette année. J'abandonne rarement des livres, mais bon, quand ça arrive, quoi. Donc, du coup, le premier abandon, c'était genre ma première lecture de cette année. J'étais un peu triste, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi pour ça que c'est une déception en soi, parce que bon, la première lecture de l'année, on a envie qu'elle soit waouh. Et donc, il s'agit du l'histoire de François Larzem aux éditions Moutons électriques dans leur collection Naos. Donc ça, c'est un roman de KPDP, j'adore ça. Moi, je voyais ça un peu à la Zorro en féminin, et c'est pas que c'était pas ça, mais c'était trop sanglant, c'était vraiment pas pour moi, c'était trop noir, trop sombre, je ne comprenais pas les personnages, au final j'ai arrêté, et le seul personnage que je comprenais et qui me semblait un tantinet sensé, il a pété une durite, j'ai pas compris. Donc à partir de là j'ai arrêté, et j'avais même continué un tout petit peu en diagonale, et finalement non, ça n'allait pas, mais c'était pas l'écriture de François Larzem est hyper chouette, hyper addictive, tellement addictive qu'au final, j'ai quand même été jusqu'à la page 110, 120, alors que j'aimais pas plus que ça. Donc ça a rien à voir avec ce livre, ça a à voir avec moi. C'est moi qui n'accroche pas, c'est moi qui... c'est très bien écrit, c'est bien amené, et les personnages sont bien présentés, juste moi. Donc, d'ailleurs, pour preuve, c'est que ma chronique, même négative, a finalement convaincu mon mari qui l'a mis dans sa palle. Donc voilà. Et la deuxième déception, là je vous en ai pas encore parlé forcément, mais il s'agit du Rouge vif de la rhubarbe de... Non, je sais pas prononcer, donc c'est ça. Je suis désolée, madame. Donc c'est le Rouge vif de la rhubarbe, écrit par cet auteur dont je ne sais pas prononcer le nom, désolée. Je pense que cette auteurice est islandais. J'ai du mal, je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Et bah comment vous dire, ça a été une énorme déception. Pourtant, voilà, je l'ai abandonné quand même, c'est pour dire. Il fait que 155 pages, un truc du style. Je crois que je l'ai abandonné quasiment à la 100e. Visiblement, moi, j'aime bien les 100 pages. Hein. Et non, ça l'a pas du tout fait, mais pas du tout. Je n'ai rien compris à cette histoire. D'abord, on parle de cette couverture qui est mensongère. Je ne supporte pas quand on fait ça. Sur cette couverture, on voit une femme qui est bien sur ses jambes, alors que dans l'histoire, Augustina, donc la protagoniste principale, n'arrive pas à se déplacer autre chose qu'avec une espèce de déambulateur. Ce n'est pas comme ça, mais je suis désolée, je n'ai pas les termes techniques. Mais ses jambes sont inertes, littéralement, et elle se traîne. Donc, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plutôt elle allongée, comme elle le fait d'ailleurs dans le livre, elle s'allonge dans les champs de rhubarbe. Donc j'ai pas compris. Pour moi, ça allait être quelque chose d'assez léger. On nous vend en fait une ascension à la montagne, donc qui
est assez compliqué vu qu'on n'a pas l'usage de ses jambes, mais on nous vend un peu ce périple, cet objectif. Et finalement, à la 100e page, il n'y avait toujours pas d'objectif. C'était rien. Il n'y avait pas d'ascension. Donc, il n'y avait même pas de préparation, il n'y avait pas... l'amour arrive comme un cheveu dans la soupe. Elle vit avec une personne dont on sait absolument rien. Elle ne vit pas avec sa mère parce qu'elle est partie, on ne sait pas trop, enfin, quel est le genre de mère qui part comme ça et qui laisse sa fille dans les bras de quelqu'un qui n'est pas sa famille au final. Et cette dame, on ne sait pas si c'est sa grand-mère. Au début, on ne sait rien. On le sait à la page 55, je crois, que cette dame est la meilleure amie de la grand-mère décédée. Voilà. Ça a été franchement une déception. Je ne sais pas si les auteurs islandais sont tous ainsi. J'en sais rien. Mais là, ça l'a pas du tout fait. J'avais l'impression d'être dans un village morne où il se passe rien. Où les personnages finalement non, parce qu'Augustina elle parle très très peu, elle observe beaucoup, elle parle peu, elle a un univers bien à elle qui est un peu what the fuck, mais ça limite pourquoi pas. Si finalement Augustina nous emmenait dans ce monde-là, pourquoi pas, mais c'était pas le cas, en fait on subissait ce qu'Augustina pensait. Je sais pas si vous arrivez à capter ce que je dis, mais j'aurais bien aimé être dans ce monde, le monde d'Augustina, mais on n'y était pas, et tout était très décousu. Parfois on était en hiver, parfois on l'était plus, une fois elle allait là. Finalement on connaît pas trop son quotidien non plus. Donc ça a été un big fail, hein, mais un big fail. Parce que là ça ne va pas aller. Donc voilà, je vais vous en reparler plus à mon avis, mais parce qu'il faut le temps de décanter là, ça fait pas longtemps et ça a été rude pour moi. Alors, il s'agit de ma plus grosse surprise. Bah tiens, pour changer un petit peu. Il s'agit d'Au pays de l'ailleurs de Taïri Mafi chez les éditions Michel Lafon. Alors oui, big surprise, parce que c'est pas que j'attendais à rien de ce roman, mais j'ai lu que c'était un jeunesse, et bon bah les jeunesses ils sont sympas, mais ça me fait pas mon beurre, voilà. Ça m'emporte pas dans des émotions gargantuesques, et pourtant, celui-là, si. C'est un Alice au pays des merveilles, mais tellement... remasterisé à la sauce de Taïri Mafi qui est hyper chouette. Là, pour le coup, le monde what the fuck de Taïri Mafi, je l'ai senti, je l'ai apprécié, je l'ai goûté, c'était hyper savoureux. Et je vous en parle tout le temps de ce bouquin. C'était hyper chouette, donc même encore maintenant, je trouvais ça chouette, même si, personnellement, je déteste la couve, mais c'est pas grave. Donc, ouais, c'est ma plus grosse surprise, parce que j'en attendais rien, et il a tout fait. D'ailleurs, ça a été mon premier coup de cœur de l'année. Un nouvel autrice favori. Non, je n'ai pas d'autrice favori en nouveauté. Disons qu'il en faut déjà beaucoup pour surpasser Laetitia Danae, Nora Roberts, mais je vais dire du coup, quelqu'un que je vais suivre, en tout cas pour ça, c'est l'auteur de Arte, donc aux éditions Komiku. C'est quelqu'un que c'est un manga que j'apprécie vraiment beaucoup, avec des dessins juste incroyables. Et déjà ça, hop, ici on voit trop avec ses beaux cheveux et tout, c'est juste, je trouve magnifique. J'ai envie d'aller à Venise parce qu'elle y était, et avant elle était à Florence, donc qui voulait aller à Florence, baby. Donc et c'est Kei Okubo. Et je pense que je vais mettre plusieurs de ses œuvres, si elle en a, en tout cas, dans ma wishlist. C'est ce que je fais quand j'aime beaucoup un manga. Je mets dans ma wishlist les autres qu'elle a fait, que le mangaka a dessiné. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Tout comme, si je devais en citer un autre, Patricia Lifang, donc La Rose écarlate aux éditions Delcourt. Comment vous dire que j'ai déjà mis, parce que La Rose écarlate, ça avait été un big coup de cœur, le tome 1, donc j'avais mis Un prince à croquer dans ma wishlist, et j'avais mis, je crois, Les Mythiques qu'elle a dessiné avec un autre. Donc, c'est pas vraiment un nouvel autoriste favori, mais en tout cas, ils y participent. Vous avez vu comment j'essaye de schmettre un peu mes autres lectures. Un nouveau crush fictif. On va dire qu'il y en a deux. J'en ai un graphique et un roman. Donc, il s'agit de Arind the Kiss, The Curse, quoi,
Et ah, Marine. Bref, tout pour tellement de passion, tellement de dévouement, il faut lire The Crush. Faut lire, vraiment. Je vous dis pas ça pour rien, mais lisez-le. Lisez The Curse. Sinon, il y a aussi dans les graphiques, Usui de Metsama. C'est un crush continuel, vu que je suis déjà au 12e tome et j'ai pas fini, donc je crois qu'il va rester mon crush pendant... Voilà. Usui. Tellement de mystères en plus qui commencent à tout doucement se résoudre. Et j'aimerais bien que ça avance. Hein. Alors, on approche de la fin quand même. Désolée de vous avoir tenu. Nouveau personnage favori. Ça pourrait être Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell parce que... il y avait aussi Kestrel, hein, évidemment, de The Curse, mais Rebecca Keane, elle est hyper chouette, hyper marrante, bien que très très bornée. Parfois, j'ai envie de lui mettre une claque pour qu'elle redescende un peu sur terre et qu'elle arrête un peu de faire sa tête de mule. Mais en même temps, elle est drôle quand elle fait sa tête de mule et elle a des répliques hyper chouettes. Donc, voilà pourquoi. Un livre qui t'a fait pleurer. Un livre qui m'a fait pleurer. Le problème, c'est que je suis une vraie madeleine, donc il s'agit de Bambi. De Bambi de Félix Salten, illustré par Benjamin Lacombe. Of course. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ça m'a fait pleurer à plus d'un titre, parce que voilà, c'est hyper triste. Je trouve que cette version ne m'a jamais autant fait aimer la version édulcorée de Bambi, le Disney. Et ouais, c'est hyper touchant. C'est encore plus tragique que dans le Disney. C'est... Ouais, mais j'ai pas les mots. Je vais pas vous faire un speech parce que je le ferai pour le dé de lecture, mais oui, Bambi, ça fait pleurer. Un livre qui m'a rendue heureuse. Je dirais Elia la passeuse d'âme de Marie Vareille, édition PKJ. En fait, pourquoi? Parce que, évidemment, The Curse m'a rendue heureuse. Évidemment, Meg Corbin m'a rendue heureuse. Évidemment, Au pays de l'ailleurs m'a rendue heureuse. En plus, mais comme je l'avais déjà dit, je m'étais dit, on va essayer de tester autre chose. Et j'ai lu récemment Elia la passeuse d'âme, qui est une dystopie, et j'ai appris ça, en fait je savais pas trop ce que c'était, fantasy, fantastique, dystopie ou non, et il s'avérait que c'est une dystopie. Et je sais pas, j'ai été kiffée de voir que c'était de la dystopie, parce que ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas lu, et voilà, ça a été limite un coup de cœur, c'était super chouette, j'ai envie d'avoir le tome 2, de le lire. Ah, voilà. Donc voilà, il y a la passeuse d'âme. Le plus beau livre acquis en ce début d'année. Le tome 2 de l'affaire Baskerville de Imogen Holloway aux éditions Brajlon. Donc ici, c'est une étude en nombre. Donc, on peut voir évidemment qu'il est doré de partout, mais en plus de là aussi. Pour moi, c'est un de mes plus beaux objets livres et le tome 2 est sorti récemment. Et moi qui vous disais que je ne lisais jamais de tome à sa sortie, en tout cas celui-là, je l'ai acheté. Mais c'est parce que c'est tombé bien. Faudrait que je vous fasse une vidéo de comment je choisis mes livres, etc. Parce que ça vaut le détour, on va dire. Quel livre tu dois lire avant la fin de l'année? Et il y en a quelques-uns. Donc, cette question va se remodeler dans qu'est-ce que j'ai lu cette année, dans mes résolutions livresques que je me suis imposées. Alors, si vous vous rappelez, et si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette vidéo. Après tout, c'est une des premières vidéos de la chaîne, alors pourquoi pas. Mes amis et mon mari m'ont donc en tout donné 8 livres à lire. Il y avait The Crime, ça c'est fait, je vous en ai parlé en long, en large, en travers. Onyx and Ivory, que je n'ai pas encore lu. La Roue du Temps, tome 3, c'est en cours. J'ai lu le tome 1 pendant le Romantasy Challenge et je vais lire le tome 2 au mois de juillet. Donc le tome 3 passera sûrement au mois de novembre, donc ça va aller. Il y a Dissonance, que je n'ai pas encore lu et que je dois relire le tome 1 parce que je n'ai rien gardé de ce tome. New Victoria, que je n'ai pas lu non plus, mais que j'ai trop envie de lire parce qu'il a l'air hyper chouette. La Prisonnière de Malte, qui me fait très peur, mais que je ferai quand même. Les Chevaliers des Highlands,
que je n'ai pas encore lu. Non, mais pourquoi pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, ça a une saveur automnale. J'ai envie de le lire en automne. Donc voilà. Et Elia Passeuse d'âme, que c'est fait. Donc j'en ai au moins 2 sur 8. Oui, ok, d'accord, on est à la milieu de l'année, il va falloir que je me bouge les fesses. Hein. Et je m'étais mis comme résolution de finir 3 sagas de romans. Alors, j'ai fini The Curse, et c'est tout. on va s'améliorer, hein, c'est pas ça. Finir 2 sagas graphiques, et là j'ai fini Grim Reaper, qui d'ailleurs aussi aurait pu rentrer dans les déceptions, vu que ça a été quand même une déception pour moi. J'en attendais plus. Lire 2 livres en VO en anglais du coup, et non, j'ai pas lu. Non, pas encore. Ah, il faudrait que je m'y mette. Hein. Alors, 25 romans. 12 romans sur 25. Ah bah ça va, c'est presque la moitié. D'ailleurs, j'ai presque fini un de mes livres, le livre que je lis en ce moment, qui est pour les curieux, The Book of Ivy. Ah super, le soleil s'est caché. Donc The Book of Ivy, à mon avis c'est comme ça. Qui est plus ou moins une bonne lecture, ça va, j'avais encore envie de dystopie, j'ai été servie, et voilà, à voir, j'ai pas encore fini. Et pour les mangas, donc les graphiques plutôt, il fallait en lire 50, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, et j'en suis 48 48, 49, 50, ah non, je suis à 50 en fait. Donc pour les graphiques, j'ai déjà complété ma résolution. Je suis trop contente, bah, ça veut dire que l'année prochaine, je pourrais me fixer un plus gros objectif, pourquoi pas. Et ça signifie quand même que j'ai pas mal de lectures graphiques à vous présenter. C'est beaucoup de retard, hein, désolé. Donc, voilà. C'était tout pour ce tag de milieu d'année. Vous avez pu voir un peu où j'en étais, quels étaient mes coups de cœur pour l'instant de cette année. À voir si quelqu'un va détrôner les lectures faves. Pourquoi pas? Je ne demande que ça, après tout les émotions c'est fait pour être graduel. J'espère que vous, ça vous a plu comme vidéo. En tout cas, j'espère. Dites-moi ce que vous avez préféré comme livre jusqu'ici en 2022. Quel a été votre, allez, le coup de cœur de cette année, de ce milieu d'année. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce en l'air, de commenter en mettant ce que vous voulez. Donc faites-le, c'est sympa. Puis j'adore vous lire et partager aussi sur les réseaux sociaux, ça fait du bien et bah, vous savez bien, je suis une toute nouvelle chaîne, donc ça pourrait potentiellement faire venir des nouveaux lecteurs dans la communauté. Allez, je vous laisse, j'espère que vous allez profiter de cet été pour lire peut-être. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous.